Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 10 septembre 2024 et voici les principaux titres. 2 enfants grièvement blessés lors de l'explosion d'une grenade qu'ils manipulaient à Maranzia. L'engin appartiendrait à un membre de la milice Imbonerakure. Les agriculteurs de Moutaro réclament leur paiement après avoir vendu leur maïs à la Nagessa. Les détails à suivre tout à l'heure. Et les habitants de Karagara dénoncent des magouilles dans la distribution de la chaux agricole. Nous allons également vous en parler. Tout de suite, le développement du journal. Sécurité pour commencer, je vous le disais tantôt, 2 enfants ont été grièvement blessés hier lors de l'explosion d'une grenade sur la 3e transversale en zone Maranzia de la commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province Bujumbura. Ces enfants tripotaient cette grenade qu'ils auraient trouvée dans la maison du chef de la milice Imbonerakure dans cette zone de Maranzia. Le point avec Rémi Nderagakura. C'est au domicile de Nibitanga Emmanuel, surnommé Maniga, le responsable zonal des Imbonerakure, qui s'est passé le drame. Ces 2 enfants manipulaient une grenade qu'ils prenaient pour en jouer. Elle a explosé dans leurs mains. Ces 2 enfants ont été grièvement blessés. Ils se sont mis à battre cette grenade et l'ont finalement dégoupillée. Elle a explosé et a blessé les 2 enfants, celui de Maniga et celui de Mandevou. C'est celui de Mandevou qui a été grièvement blessé. Les éclats ont déchiré son ventre et les intestins sont exposés en l'air. Les 2 enfants ont été conduits à l'hôpital. Tout avait commencé quand la mère de l'enfant de Nibitanga Emmanuel avait été pris la poupée avec laquelle il était en train de jouer son enfant pour aller la cacher dans la maison. C'est une fois à la recherche de cette poupée que l'enfant est tombé sur la grenade. C'est ainsi qu'il est allé donc replacer le jouet qui avait été caché par sa mère. La femme de Maniga a pris la poupée avec laquelle son enfant et l'enfant du voisin étaient en train de jouer. Cette femme est allée cacher la poupée dans la maison. Son enfant a alors cherché partout la poupée, mais est tombé sur la grenade cachée dans la chambre. Elle a alors oublié la poupée et a pris pour jouer la grenade. Elle est sortie pour continuer à jouer avec son ami. Les 2 prenaient la grenade pour une balle de tennis. Les filles aiment jouer avec ça. Cependant, les choses risquent de prendre une autre tournure. L'on commencerait d'accuser les voisins de l'opposition d'avoir cherché à exterminer la famille de Nibitanga Emmanuel. Ce qui nous inquiète, c'est le fait que l'on commence à impliquer les membres des partis de l'opposition dans cette affaire. On dit que ce sont eux qui ont amené cette grenade dont vous avez entendu la provenance. Nous ne comprenons pas pourquoi le pouvoir en place a ordonné le désarmement, mais pour passer à côté et continuer à armer une partie de la population. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Chimilman Albert, chef de zone Maranza, mais il nous a rapprochés au nez après présentation. Puisque nous parlons sécurité, la permanence du parti Sarwanya Frodebu a été vandalisée sur la colline Wutembe, zone Wutanuka, en commune Mhanda. Nous sommes dans la province Bubanza. Pour le parti Sarwanya Frodebu, l'administrateur communal serait impliqué dans cette destruction. Eric Nyonzima nous en dit plus. Le matin de ce mardi, les membres du parti Sarwanya Frodebu ont reçu la nouvelle de la démolition de leur permanence sur la colline Wutembe, en zone Wutanuka, commune Manda de la province Bubanza. Les briques formant les murs de cette permanence ont été déposées par terre, une après l'autre. Les portes et les fenêtres de même. Les membres de ce parti ont été scandalisés, selon un d'entre eux. Pour son membre, ce n'était pas la première fois qu'il retrouvait leur permanence vandalisée. Sylvestre Bikonidagara, porte-parole du parti Sarwanya Frodebu, indique que l'administrateur de la commune Manda venait de refuser aux membres du parti l'inauguration de cette permanence. Pour lui donc,
les enquêtes devraient commencer par cette administrative. Il demande aux membres de ce parti de ne pas relâcher. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, mais elle était injoignable sur son portable. Parlons justice sans transition. Il y a eu comparution aujourd'hui au tribunal de grande instance d'Omoura de Dr Christophe Sahabo, ancien directeur général de Kira Suisse Clinique. Cette troisième audience qui devrait statuer sur le fond a malheureusement été suspendue pour des raisons de santé de Dr Sahabo. Il s'était présenté à l'audience très affaibli. Selon nos sources, l'audience aurait été reportée pour le 17 du mois en cours, une date qui pourrait changer d'un moment à l'autre suite aux problèmes de santé de Dr Christophe Sahabo. Entre-temps, des sources dignes de foi font savoir que Dr Christophe Sahabo a finalement été autorisé à aller se faire soigner. Il est pour le moment admis dans l'un des hôpitaux de Bujumbura. Tout de suite, nous parlons santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, demande au gouvernement burundais de faire une demande pour obtenir le vaccin de la variole simienne. Le directeur régional des urgences de l'OMS Afrique a ajouté que seul le vaccin ne suffit pas, qu'il faut suivre aussi le système de surveillance pour lutter contre cette épidémie. Suivez plutôt Abdul Salam Gay, directeur régional des urgences OMS Afrique. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de Mpox comme une urgence sanitaire de portée internationale. Ce qui signifie que ceux qui ont la capacité d'aider les pays qui en ont besoin doivent se déclarer. Cela signifie aussi que les chercheurs qui en savent quelque chose, même si ce n'est pas encore publié, doivent s'approcher de l'Organisation mondiale de la santé pour le dire. Jusqu'à présent, on a eu une mobilisation de la communauté internationale pour aider tous les pays qui sont les plus concernés. On sait que pour cette épidémie, et pour le moment, c'est la République démocratique du Congo et le Burundi qui ont le plus besoin. Les doses de vaccins qui ont été données par l'Union européenne à la République démocratique du Congo sont les bienvenues dans la lutte contre Mpox. Le Burundi doit faire la demande et on travaille ensemble sur les autorisations locales pour que ce vaccin-là puisse être mis en œuvre selon un plan bien déterminé. Bien évidemment, la quantité de vaccins dans le monde aujourd'hui est très limitée. Et ce n'est pas les vaccins seulement qui peuvent aider à arrêter l'épidémie. Pour arrêter cette épidémie, ce qu'on a besoin, c'est de faire un système de surveillance qui nous permet de détecter très rapidement les cas, de les isoler pour qu'ils ne le transmettent pas à d'autres. On doit aussi avoir les capacités de traiter les cas. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, qui dirige également la Commission nationale de riposte contre la variole simienne, a reçu en audience Abdul Salam Gay, directeur régional des urgences à l'OMS Afrique. C'était hier. Et les agriculteurs de la zone Guisavi, de la commune Mutaro en province Gitega, qui ont fourni leur récolte à la Nagessa, réclament leur paiement. Je vous le disais en titre, ces agriculteurs indiquent qu'ils comptaient sur cet argent pour gérer les besoins de la rentrée scolaire programmée pour le lundi prochain. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les agriculteurs de la zone Guisavi qui réclament leur paiement par rapport à les récoltes vendues à la Nagessa sont de deux catégories d'après notre source dans cette zone. La première catégorie est celle des agriculteurs qui ont vendu une quantité de moins de 100 kg de maïs. Ces derniers n'ont jamais eu aucun sou jusqu'aujourd'hui, affirme notre source. La deuxième catégorie comprend les agriculteurs qui ont vendu à la Nagessa une quantité de maïs supérieure à 100 kg. Ceux-là ont déjà été payés la moitié de l'argent que leur devait la Nagessa. Ces deux catégories d'agriculteurs ont attendu que la Nagessa leur paye, mais en vain, poursuit notre source. Pour le moment, ils insistent pour que la Nagessa les paye leur argent, surtout que la rentrée scolaire est dans une semaine. Nous aimerions demander à l'Agence nationale pour la gestion des stocks agricoles à Nagessa de nous payer notre récolte que nous lui avons vendue, mais que malheureusement, elle ne nous a pas encore payé. C'est la période d'achat du matériel scolaire, mais nous ne savons pas quoi faire pour trouver de l'argent nécessaire à cause de ce retard de la Nagessa. Du moment que la question d'agriculteurs qui ont vendu leur récolte à la Nagessa,
mais qui n'ont pas été payés, semble généralisé. Les agriculteurs de la zone Guisavi s'inquiètent que leur argent serait sorti, mais que les agents de la Nagessa seraient entrés de l'utiliser à leur profit. Ils demandent en effet à la Nagessa de briser le silence et d'expliquer à ces agriculteurs ce qui ne va pas ou encore annoncer la date de paiement. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Joseph Ndouimana, directeur général de la Nagessa, pour qu'il s'exprime là-dessus. Je vous le disais également en titre, les magouilles observées dans la distribution de la chaux agricole dans la localité de Nyabigonzi de la commune Karagara, commune Buruhukiro, nous sommes dans la province Rumongue, sont dénoncées par la population, à part qu'il y aurait une quantité détournée. Ces bénéficiaires font savoir qu'il y a une somme d'argent exigée sans explication par le responsable du parti CNDD-FDD et des Imbonerakure de cette localité en complicité avec le représentant de l'association qui a distribué cette chaux agricole. Plus de détails avec Elvis Niomongere. La chaux évoquée par les habitants de la localité de Nyabigonzi, commune Karagara, zone Buruhukiro, est la chaux composée par 5000 sacs. Elle a été donnée par une association prénommée Pagrissi. Notre source en zone Buruhukiro indique que cette chaux était seulement destinée aux citoyens qui ont bien tracé les courbes de niveau sur les 3 sous-collines de la colline Karagara. Pour recevoir cette chaux, Amos Kabura, le responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline, raconte la population exige sans explication une somme de 200 francs pour chaque sac. Et les retours des Imbonerakure demandent une autre somme d'argent parce qu'ils se sont donné la tâche de soulever ces sacs. Tout s'opérait sous les yeux de Godefroy Nizeyimana, le représentant de cette association Pagrissi et même état président des membres des conseils de notables sur la colline Karagara, précise notre source. Les gens sont en colère parce que, même au moment de prendre cet engrais chimique, on leur dit de se mettre à l'écart. Ils amènent des Imbonerakure pour sortir cette chaux. Et puis, chacun donne 500 à ces Imbonerakure. Pourtant, chaque bénéficiaire devrait entrer et prendre des sacs qui lui sont destinés. Il ne donne pas la justification de cet argent. Vous comprenez que cette somme est énorme. Le représentant de cette association est prénommé Godefroy. Tu sais très bien qu'actuellement, ce sont d'assaut parti représentent tout. Si tu n'es pas d'assaut parti, tu ne peux rien représenter. Notre source fait savoir que, mis à part l'exigence d'une somme d'argent sans explication, les bénéficiaires n'ont pas reçu la totalité des sacs de la chaux qui leur étaient destinés. Il y a une quantité qui a été détournée, précise notre source. Au début de ce projet, l'association Pagrissi, lors de l'inscription, avait dit que cette chaux sera donnée aux gens qui ont bien tracé les courbes de niveau et bien préparé leurs terres. 8 sacs ont été donnés aux cultivateurs qui multiplient les semences, mais celui qui cancer les champs, on lui donnait 11 sacs parce qu'il est en Imbonerakure, qui ne possède même pas de terres cultivables. Tout ceci est très étonnant. Hier, ils ont inscrit d'autres personnes pour une autre distribution, mais c'était démagouillé parce qu'il y a des sacs qui ont été détournés pendant la nuit. Contacté à Moscabura, cité dans cette affaire de collecte d'argent, n'a pas nié, mais pour lui, c'est pour payer les Imbonerakure qui sont chargés de soulever les sacs de chaux. Quittons Rumongue pour nous rendre à Chibitoke pour parler de la carence du carburant qui continue de s'observer. Aujourd'hui, dans cette province de l'ouest du pays, une seule station vendait le carburant. Sur les files d'attente, les clients se faisaient tabasser par des policiers. Walter Quizera. Plusieurs des chauffeurs qui faisaient la queue à la recherche du carburant sur l'unique station-service qui avait du carburant ce mardi dans toute la province de Chibitoke se sont fait tabasser et chez Gervais Ndirakobucha, premier ministre du gouvernement burundais. Des policiers soi-disant présents sur place pour assurer de l'ordre ne faisaient plutôt que le perturber. Ils donnaient des coups de bateau aux chauffeurs. Ils nous ont informé que les stations-service avaient été servies en carburant en abondance et qu'il n'y aurait plus de bouscules pour
en avoir, ni même de longues chaînes de véhicules sur les stations-service. Mais maintenant, les gens sont en train de se faire bastonner. C'est le cas pour moi quand je voudrais payer mon argent pour avoir le carburant. Comment oses-tu chanter qu'il y a du carburant en abondance, mais par la suite frapper des clients? Je crois qu'il n'y a pas de carburant, car s'il y a, on n'aurait pas appelé la police pour frapper les gens. Où est-ce que vous avez vu des vendeurs qui frappent les clients? Ça dépasse l'entendement. C'est quel type de démocratie où on va notre pays? Je ne sais même pas quel genre de règlement ils suivent. Dépassés par les événements, la plupart des conducteurs ont à nouveau décidé de garer leur véhicule. Ils demandent au gouvernement d'arrêter des mensonges en rapport avec le carburant. On a de nouveau décidé de garer nos motos et véhicules. Nous acceptons les pertes dues surtout à l'usure des rues. Une fois les véhicules garés, ils ne tardent pas à s'abîmer. Qu'ils arrêtent leurs mensonges de dire à la population que le carburant est disponible en se prenant pour de gentils hommes, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de carburant. C'est du pur mensonge. S'il y avait du carburant, on n'utiliserait pas la police pour frapper les clients. Ils rassemblent les gens de l'ordre pour venir frapper la population au lieu de les rassembler pour étudier comment disponibiliser le carburant. Au lieu d'assurer la sécurité lors de la distribution de ce carburant insuffisant, la police nous vient pour plutôt semer le désordre. Les informations en provenance des différentes communes de la province de Cibitoke indiquent que la situation est pareille dans différentes stations. Ce qui inquiète beaucoup la population au moment où très récemment, le président de la République avait dit que le problème en rapport avec la pénurie du carburant est résolu complètement. Certains enseignants de Gitega engagés au cours de l'année scolaire 2023-2024 viennent de passer 10 mois sans percevoir leur salaire. Ceux qui se sont confiés à RPA indiquent que cette situation les plonge dans de dures conditions de travail et demandent d'être régularisés. Le point avec Emmanuel Niungeko. Cette catégorie d'enseignants prestant au sein de la direction provinciale de l'éducation de Gitega qui réclament leurs salaires ont été recrutés au cours de l'année scolaire écoulée en guise de remplacement des retraités. Après 10 mois d'attente, ils indiquent que leurs dossiers avaient été collectés et transférés au ministère de la fonction publique. Une source parmi ces enseignants dit ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas encore perçu cet argent. Nous avons été embauchés au mois de novembre, l'année scolaire écoulée 2023-2024 pour remplacer ceux qui sont partis à retraite. Une fois reçus les lettres d'affectation, nous avons déposé les dossiers pour vérification pour ensuite les envoyer à Bujumbura. Ces dossiers sont en fait parvenus à la fonction publique. Dans un premier temps, on nous disait que ces dossiers avançaient normalement, mais ayant constaté qu'ils sont restés au point mort, on est allé réclamer encore une fois. Nous avons été signifiés que le type emploi a été mal noté. Cette difficulté concerne ceux qui ont été recrutés pour remplacer les pensionnés et jusqu'à présent, nous ne voyons pas celui qui va juguler notre problème. Pour le moment, ces enseignants ne savent pas à quel sens se vouer. Notre source d'information fait savoir qu'ils ont déjà saisi la direction provinciale de l'éducation à Gitega et le ministère de la fonction publique, mais sans succès. Dans l'entretemps, cette situation les plonge dans de dures conditions de travail et demande d'être régularisés. Si nous demandons au CED de la DPI, ils nous répondent qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire et qu'ils ont envoyé les dossiers. Si nous nous adressons au ministère de la fonction publique, ils disent que ces salaires ont été retardés par la demande d'autorisation de remplacement qui n'est pas encore sortie. Ça fait donc 10 mois que nous sommes dans cette danse et nous ne savons pas quoi faire à cause de nos paiements des salaires. La vie était devenue chère, mais c'est encore pire pour nous dans la mesure où nous sommes incapables de payer le loyer, sans oublier des gens qui réclament le remboursement des crédits que nous avons contractés auprès d'eux et qui nous taxent habituellement de menteurs. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Godefried Hakizimana
Hakizimana, directrice de l'éducation en province de Gitega, mais elle n'a pas voulu s'exprimer. Nous avons également tenté de joindre François Havyarimana, ministre de l'éducation, et Vénuste Muyabaga, en charge de la fonction publique, mais sans y parvenir. Pour clore cette édition, parlons de cette déclaration de l'OLUCOM qui estime que les producteurs des boissons très alcoolisées sont plus forts que l'administration et la police. Cette organisation trouve que la force des fabricants de ces boissons prohibées dépasse celle du gouvernement. Jean Douimana, porte-parole de l'OLUCOM, recommande que le BBN chargé de régulation des qualités soit réorganisé. Suivez plutôt Jean Douimana, c'est le porte-parole de l'OLUCOM. La question liée à la fabrication de boissons alcoolisées, de boissons prohibées, nuisibles à la santé de la population, c'est une action que nous avons beaucoup menée, nous avons beaucoup crié au sein de l'OLUCOM pour interpeller les uns et les autres, de veiller vraiment à la fabrication de ces boissons, combien nuisibles à la santé de la personne humaine. Nous avons interpellé la BBN, nous avons interpellé le ministère ayant le commerce dans ses attributions, de tout faire pour que la population burundaise soit sauvegardée. Alors, nous disons au sein de l'OLUCOM que finalement, ces entreprises de fabrication de ces boissons surpassent la force au gouvernement, parce que personne ne peut pas comprendre pourquoi on ne prend pas de mesures draconiennes pour décourager de tels comportements, pour décourager de telles fabrications de boissons nuisibles à la santé humaine. Et alors, au sein de l'OLUCOM, nous disons toujours qu'il faut réorganiser d'abord la BBN pour que le personnel du BBN soit hétérogène. Il faut à tout prix que la BBN vraiment change la méthode de travail. Il faut que la BBN aussi soit suivie de près. Voilà, c'est Jean Douimana, porte-parole de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le journal du 10 septembre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.